Certains voient déjà un revers de la République en marche aux élections sénatoriales qui ont eu lieu hier. En revanche, les Républicains, ils gagnent des sièges. C'est avec Guillaume Larrivé qu'on va en parler ce matin, député Les Républicains de Lyon, et qui va aussi nous parler de sécurité et de la loi antiterroriste qui vient à l'Assemblée cet après-midi. Bonjour, bienvenue dans ces studios. 148 sièges dans la nouvelle Assemblée, la Haute Assemblée, contre 143. Satisfait pour les Républicains de ce résultat ? Je constate que les Républicains restent la première force politique dans les territoires de France. Et je pense qu'Emmanuel Macron aurait tort de sous-estimer le sens de cette élection sénatoriale. C'est quoi le sens ? Je pense d'abord que ce n'est pas seulement le décalque des élections territoriales de 2014 et 2015. Oui, parce qu'il n'y a pas d'élus locaux, a priori, qui sont en marche. Justement, ça n'est pas seulement le décalque de ces élections territoriales, parce que les élus locaux, ils sont libres de leur voix. Ils auraient pu tomber amoureux du macronisme et massivement voter pour des candidats en marche. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Donc je crois profondément que ce résultat, c'est le signe de l'immense défiance qui existe au sein de ce qu'on appelle la France périphérique, à l'endroit d'un président qui est perçu comme un président égocentrique, qui au mieux ne connaît pas ces territoires et au pire les méprise. Moi, je le ressens profondément comme élu de Bourgogne, comme élu de Lyon, au contact des maires des villages, cette France territoriale, qu'on appelle parfois la France périphérique, mais en fait qui est le cœur de la France, la France des petites villes. Ça veut peut-être dire aussi que le clivage gauche-droite n'a pas disparu ? Assurément, il reste tout à fait structurel. Je pense dans le débat des idées, dans les pratiques politiques, il y a parfois une illusion macronienne qui consisterait à penser que tout le monde va tout faire ensemble. C'est pas vrai, il y a des clivages qui existent, il y a des vraies différences. 148 sénateurs, on entend certaines voix, comme celle de Fabienne Keller, à l'intérieur des Républicains, qui dit « Nous réfléchissons, on a deux options qui s'ouvrent à nous, soit créer un groupe constructif, comme à l'Assemblée nationale, soit être au contraire une sensibilité à l'intérieur d'un groupe ». Qu'est-ce que vous répondez ? Qu'est-ce que vous dites à Fabienne Keller ? Qu'elle réfléchisse, mais la vérité c'est qu'il y a un pôle très important qui est le pôle républicain qui est présidé. La création d'un pôle constructif ? Il y a au Sénat une grande tradition de diversité. Il y a déjà un groupe centriste. Enfin, ça c'est leur affaire, c'est leur organisation. Ce qu'il faut retenir, c'est que le principal groupe majoritaire, c'est le groupe Les Républicains, avec une certaine diversité bien sûr. Le vrai enjeu maintenant, ça va être aussi de savoir si Emmanuel Macron aura ou pas une majorité des 3/5 des membres des députés et de l'Assemblée. Précisément, la conséquence, c'est éventuellement les réformes institutionnelles qu'il veut faire de la Constitution. Absolument. Il n'est pas obligé, pour toutes ces réformes d'ailleurs, de passer par par le Congrès, je dirais, qui réunit le Sénat et l'Assemblée nationale. Ça va être plus difficile pour lui de trouver une majorité de 3/5. En tout cas, il n'a pas une majorité automatique aujourd'hui qui permettrait à Emmanuel Macron de triturer la Constitution. Vous êtes contre ces réformes ? Moi, notamment la réduction du nombre de députés et de sénateurs ? Disons les choses de manière précise. Je serais totalement hostile à des évolutions constitutionnelles qui consisteraient au fond à renforcer la dérive impériale du régime et l'illusion de la toute-puissance présidentielle. Lorsqu'Emmanuel Macron propose d'élire un certain nombre de députés au scrutin proportionnel, ça veut dire concrètement que c'est l'Élysée et les partis politiques qui désigneraient les députés sur des listes. J'y suis totalement hostile parce que moi je veux des députés libres et indépendants, légitimes, élus au suffrage universel direct dans des circonscriptions territoriales, c'est-à-dire concrètement au contact des Françaises et des Français, et légitimés par eux. Donc je suis totalement hostile à une évolution proportionnelle de l'Assemblée nationale. En revanche, on peut discuter du nombre de députés et de sénateurs. Il y a déjà 4 ans, j'ai attendu Emmanuel Macron pour ça. En 2013, j'avais fait une proposition de loi constitutionnelle pour réduire le nombre de députés et de sénateurs. Donc on peut discuter de certaines questions, mais il ne faut pas que ça ait pour effet de renforcer cette espèce de dérive présidentialiste que je crois pas légitime et surtout pas efficace dans la France d'aujourd'hui. La transformation du Conseil économique, social et environnemental en une espèce de chambre de l'avenir, vous êtes d'accord ? Moi je suis pour la suppression du Conseil économique et social et environnemental. Je pense que depuis 70 ans, cette chose ne sert pas à grand-chose. Je suis pour la concertation et le dialogue social, mais dans d'autres endroits que cette institution. Il a réussi cette concertation sur la loi travail. Est-ce que vous allez voter les lois de ratification, la loi de ratification des ordonnances? Je n'avais pas voté la loi d'habilitation parce que je voulais regarder le contenu des ordonnances précisément avant de me prononcer. Je pense que ces ordonnances vont plutôt dans la bonne direction et donc je n'aurai pas de difficulté à voter pour la loi de ratification de ces ordonnances dans quelques semaines lorsque nous en serons saisis. Vous êtes plutôt d'accord avec le discours économique et les réformes économiques engagées par Emmanuel Macron? Je n'ai pas de désaccord majeur sur la question du droit du travail. J'ai des désaccords importants sur la question de la fiscalité
d'actualité. On aura mercredi la loi de finances qui sera présentée. Je suis absolument convaincu que ce n'est pas une bonne idée d'aller prélever 20 milliards d'euros de CSG supplémentaires. C'est une vraie différence. Vous êtes contre ce principe d'augmenter la CSG et de baisser les charges salariales? Je pense que ce n'est pas du tout la bonne idée d'augmenter ce prélèvement obligatoire dans cette proportion, parce que pour les indépendants, pour les retraités, pour les agriculteurs, pour un grand nombre de personnes dans notre pays, ça va être quelque chose de très difficilement ressenti. Oui, absolument. Alors, je le disais en introduction, vous êtes là aussi pour nous parler de la loi antiterroriste. Donc cette loi, il y a un projet de loi, il faut savoir qu'on va sortir normalement de l'état d'urgence le 1er novembre. Donc cette loi est destinée justement à remplacer une situation qui est compliquée, puisque le terrorisme, il est, je dirais la menace est quasi quotidienne dans ce pays. Donc cette loi prévoit une conversion de certains principes de l'état d'urgence dans le droit commun. Est-ce que vous y êtes hostile, ou est-ce que vous soutenez ce projet de loi? Je suis totalement hostile aujourd'hui à ce projet de loi tel qu'il est présenté par Emmanuel Macron et Gérard Collomb. Pourquoi ? D'abord, on assiste à une amplification et une accélération de la menace djihadiste. Et je considère mais ça, c'est pas la loi qui l'a créée. Non, mais c'est le contexte. Je considère que c'est une faute historique au milieu de la bataille de désarmer la nation. Il faudrait rester dans l'état d'urgence ? Cette loi, Yves Tréhard, je vais vous répondre très précisément, cette loi proposée aujourd'hui par Gérard Collomb, c'est une loi de désarmement. Et je vais le démontrer cet après-midi en soutenant une motion de rejet à l'Assemblée nationale au nom des députés républicains. C'est une loi de désarmement parce qu'en sortant de l'état d'urgence, il propose en réalité des espèces de demi-mesures, selon la logique d'ailleurs macronienne du en même temps. Mais pour rester dans les clous de la Constitution, je vous donne un exemple. Mais la Constitution n'interdit pas du tout l'état d'urgence lorsqu'il y a une situation de péril imminent. Je vous donne un exemple très concret. On nous dit par exemple, on ne va plus avoir les assignations à résidence qui sont prévues par l'état d'urgence, on va avoir une vague mesure de contrôle qui permettra en réalité à un individu de circuler dans tout Paris. La personne assignée devra se présenter à la police une fois par jour. Oui, mais elle peut circuler dans tout Paris, ça n'a strictement aucun sens. Même chose sur ce qu'on appelle les perquisitions administratives, les préfets ne pourront plus le faire d'initiative, ils devront demander l'autorisation d'un juge judiciaire. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais globalement... on n'est pas dans un état administratif non plus, Guillaume Larrivé. On est dans un état de droit, et l'état de droit, il doit être fort. Moi, je suis tout à fait favorable à ce que les préfets, le ministère de l'Intérieur, un certain nombre de pouvoirs. Donc, je suis non seulement pour le maintien de l'état d'urgence, mais surtout pour son renforcement. Et donc, je vais, avec Éric Ciotti, un certain nombre de collègues, proposer cet après-midi un contre-projet pour un vrai état d'urgence antiterroriste avec des mesures très puissantes. Mais qui durerait combien de temps, alors, Guillaume Larrivé ? Qui durera au moins un an, parce que je pense qu'il faut avoir une clause de rendez-vous tous les ans pour qu'on en discute au Parlement, et qui durera jusqu'à ce qu'on gagne la guerre contre le terrorisme islamiste. Parce donc on serait dans un droit exorbitant pendant encore des années et des années. Je pense que... Avec une clause de revoyure tous les ans. Vous savez, le maréchal Foch, dans ses principes de la guerre, avait pointé ce qu'il appelait la faiblesse française, c'est-à-dire l'inconstance. Ce sont les mots du maréchal Foch. C'était il y a un siècle. Oui, mais précisément, je pense que l'art de la guerre, il est à certains égards intemporel, et précisément, nous devons faire preuve de constance. Tant que nous n'avons pas éradiqué le terrorisme djihadiste, islamiste en France, on a besoin d'avoir des outils juridiques renforcés. Exemple très concret, je propose des mesures de rétention, d'internement en réalité préventif, ciblées sur des individus extrêmement dangereux. Fichiers S ? Parmi les 18 000 individus qui sont inscrits au fichier du signalement des personnes signalées pour radicalisation islamiste, le FSPRT, ou parmi les 12 000 individus qui sont fichés S, il faut un discernement, il faut cibler les individus les plus dangereux. Matériellement, comment on fait pour détecter cela ? On le fait par un ciblage qui doit être effectué de manière extrêmement précise par les services de l'État. Et je crois aussi que sur le volet judiciaire... Et vous avez une procédure pour ça ? Il faut que le ministère de l'Intérieur soit dirigé et que ce ciblage, ce criblage soit effectué. Si vous me permettez cette expression familière, parfois il y a des choux et des carottes qui sont mélangés dans certains fichiers. Il faut donc un ciblage beaucoup plus fin pour identifier les individus les plus dangereux. Que fait-on de ces individus ? Il faut se doter de moyens permettant de les mettre hors d'état de nuire. Un certain nombre de moyens administratifs, cette mesure d'internement, mais aussi des moyens judiciaires. Sans passer par la justice ? Aussi des moyens judiciaires renforcés. C'est pour ça que je proposerai cet après-midi, je vous l'annonce, Yves Tréhard, d'une part, qu'on crée un régime de garde à vue, c'est donc judiciaire, antiterroriste,
pouvant aller jusqu'à 30 jours. Ça, c'est comparable à ce qui se fait en Grande-Bretagne? Absolument. En Grande-Bretagne, c'est à peu près le même délai. Oui. C'est aujourd'hui 28, ça a été même 42 à un moment sous Gordon Brown. Donc 30 jours de garde à vue possible en matière antiterroriste. Quand on a un doute sur une personnalité, lorsqu'il y a la nécessité d'une enquête judiciaire qui prendra un certain temps, et pas seulement la durée actuelle, mais aussi, et je vous l'annonce, la création d'une cour de sûreté antiterroriste composée de magistrats spécialisés, compétents à la fois en matière correctionnelle, ce qui relève aujourd'hui du tribunal correctionnel, et en matière criminelle, ce qui relève aujourd'hui d'une cour d'assises spéciale, donc une cour de sûreté antiterroriste, et un parquet national antiterroriste entièrement spécialisé. Comme le parquet financier national. Mais ça existerait désormais en matière terroriste. Pourquoi il n'existe pas ce parquet antiterroriste? Je constate que ça n'a pas été le choix des majorités précédentes. Je pense qu'il faut qu'on adapte notre état de droit au plan administratif et au plan judiciaire à cette nouvelle réalité. Il faut des magistrats hyper spécialisés, compte tenu aussi du volume des affaires, parce qu'il y a une technicité des affaires, mais il y a aussi une évolution du volume qui est absolument considérable. Et donc, nous présentons ce contre-projet pour un vrai état d'urgence antiterroriste au nom des Républicains. Puisque vous n'êtes pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas majoritaires, ça m'a pas complètement échappé, Yves Tréhard, mais nous avons le devoir d'être non seulement la première force d'opposition, les Républicains, nous sommes 100 députés, mais surtout une force de proposition, une force d'alternative pour un nouveau gouvernement. D'accord. Vous les accusez de laxistes ? J'aime pas cette expression qui est toujours un peu caricaturale, mais je pense qu'ils n'ont pas pris la mesure. Tout simplement parce que Emmanuel Macron, qui est certes le président de la République, légitime, n'a pas de réflexion personnelle et d'expérience des questions régaliennes. Je le dis comme je le pense, je le pense depuis plusieurs années. D'ailleurs, c'est un point de désaccord majeur. Il est dans le paysage politique depuis 2 ans seulement. Oui, mais sa culture, sa formation, c'est d'abord un inspecteur des finances. C'est d'abord un inspecteur des finances, c'est d'abord un banquier, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, et c'est le président de la République, c'est le chef de l'État, mais je pense qu'il n'a pas totalement perçu qu'on était entré en réalité dans une nouvelle phase de l'histoire de France qui est une phase du retour du tragique, qui nécessite un vrai réarmement régalien de l'État et un effort de guerre qui devra durer. On est en guerre contre le terrorisme, y compris sur le territoire. Bien sûr, c'est une guerre atypique, c'est une guerre asymétrique, c'est une guerre qui n'est pas conventionnelle, c'est une guerre qui est inhabituelle, mais nous avons bien un ennemi qui nous a déclaré la guerre, c'est Al-Qaïda, c'est Daesh, cette mouvance qui en réalité prétendrait soumettre la France à une sorte de califat mondial. Eh bien nous, on aime la France, on veut que la France reste la France, et la France elle a le devoir de se réarmer. Alors justement, la France est en Europe. En Europe, il y a une nation qui est très forte, qui est l'Allemagne. Il y a une chancelière qui s'appelle Angela Merkel, qui vient d'être élue pour la 4e fois. Mais on souligne et on note qu'il y a une nette poussée bien d'un parti qui s'appelle l'AfD, qui est un parti d'extrême droite. Ça vous inquiète ? C'est naturellement préoccupant. C'est un parti qui est violemment anti-islam, pour le coup. C'est un parti qui est préoccupant. Ce qui est préoccupant aussi, c'est, je le dis comme je le pense, un certain nombre d'erreurs politiques qui ont été faites par Mme Merkel ces dernières années. Notamment l'accueil des migrants. Je pense que le Willkommen inconditionnel de la chancelière allemande en 2015, on peut le dire en français, le bienvenue à tout le monde, bref, tout ça n'a pas été suffisamment pensé. On a aussi un sujet sur le contrôle aux frontières. Je vais d'ailleurs en parler cet après-midi à l'Assemblée. Je vous le dis très rapidement, vous êtes dans le code frontière Schengen, négocié en 2016 avec l'accord du gouvernement français précédent. Il y a une disposition complètement absurde qui veut qu'au bout de 2 ans, on supprime les contrôles de frontières. Ça sera le cas au mois de novembre d'ailleurs. Oui, c'est complètement stupide. Pourquoi ce délai? Ce qui compte, c'est l'état de la menace. Et donc, moi, je propose que la France, de manière tout à fait souveraine, assume le fait de maintenir des contrôles systématiques à ses frontières, 24 heures sur 24 si elle le veut. Vous allez le demander au gouvernement? Oui, absolument. J'ai un amendement en ce sens cet après-midi et je veux inciter le gouvernement français à prendre une initiative pour sortir de ce carcan. Il a des chances d'être adopté? Je ne pense pas, parce que là aussi, Emmanuel Macron n'a pas pris la mesure du problème, et naturellement, je le regrette pour notre pays. C'était le talk de Guillaume Larrivé, le député de Lyon, Les Républicains, et maintenant, eh bien, Valentin Pilate va nous rejoindre. Pour vos questions, chers internautes. Bonjour Valentin. Bonjour Yves, bonjour Guillaume Larrivé. Bonjour. Vous avez quelques commentaires très flatteurs pour l'instant de Jacques ou encore de Gilles. Bienvenue au club des modernes, ou encore un nouveau barbu très mode. Voilà, c'était la petite touche positive du début de l'interview. Plus sérieusement, on a Sophie qui s'interroge en fait sur les barrages des routiers ce matin, ou même sur les grèves, et qui se sent parfois pris en otage. Est-ce que vous considérez, autrement dit, qu'il faut être plus ferme avec ces barrages ?
Ce que je voudrais surtout, c'est que ce soit l'Assemblée nationale qui soit le lieu du débat. On ne peut pas refaire le film, si j'ose dire, dans la rue, et notamment, je le dis à l'endroit de Jean-Luc Mélenchon. Il faudrait que Jean-Luc Mélenchon comprenne, à un moment, en se posant calmement, qu'il a perdu l'élection présidentielle. Il est arrivé en 4e position, voilà, c'est comme ça, il n'a pas la majorité dans le pays, et je trouve que rejouer le match dans la rue, quand on a perdu dans les urnes, c'est un peu antidémocratique, au fond, pardon. Voilà. Alexandre qui vous pose la question, Laurent Wauquiez exagère-t-il lorsqu'il parle de vraie droite ou du retour de la droite? Moi, je suis allié avec Laurent Wauquiez. Vous êtes pour qu'il soit élu président des Républicains? Absolument. On a parfois des différences, on a des nuances, mais on est vraiment allié avec d'autres cadras, comme Virginie Calmels, comme Éric Ciotti, comme d'autres. Vous soulignez cadras, maintenant, l'âge est important. Je ne fais pas du jeunisme, enfin, bon, voilà, c'est un peu le tour de notre génération qui doit s'engager désormais. Je suis complètement allié avec Laurent pour qu'on dirige les Républicains et qu'on en refasse une vraie force d'opposition et de proposition. C'est très à droite, c'est la question. C'est pas un commentaire. Moi, très clairement, je ne suis pas de gauche et je ne deviens pas tout rouge lorsque la droite s'assume en étant de droite. Je pense profondément qu'on doit être, Yves Tréhard, le parti de la continuité historique. On veut, nous, que la France reste la France, fidèle à elle-même. La France, c'est quelque chose de précieux qui nous a été transmis et qu'on a la charge de conserver et de faire grandir. Mais à votre place, il défile pas mal d'élus de droite qui disent, finalement... ça a été le cas notamment de Bernard Accoyer récemment qui dit mais ça fait 30 ans que la droite n'est plus à droite. Il a raison. J'ai du respect pour lui, je pense que c'est pas tout à fait vrai. Ça serait une facilité pour moi de dire la même chose, mais par exemple quand vous regardez le gouvernement de M. Balladur, je vais pas faire une séquence nostalgie, mais le gouvernement de M. Balladur en 1993 a été un très bon gouvernement, très pensé, très réfléchi, qui a fait beaucoup de choses, par exemple qui s'était attaqué à la question de la nationalité avec une très belle loi Maignan-Pasqua, qui était une vraie loi de droite, une loi pensée, une loi conservatrice au sens philosophique du terme, essayant de conserver la nation. Donc je pense que au-delà des slogans, c'est pas tout à fait vrai. On succède pas, pour le dire de manière brutale, à une bande de nuls qui en 30 ans n'auraient rien fait. C'est pas vrai pour M. Balladur. C'est pas vrai aussi pour la vraie impulsion de Nicolas Sarkozy en 2007. Voilà. Le problème, c'est le manque de constance. Et puis, pardon, on succède à 5-6 années de hollandisme tout mou qui a quand même pas renforcé le pays. Valentin. Une nouvelle question d'Alexandre, qui d'ailleurs nous suit régulièrement. Bonjour Alexandre. Que pensez-vous de ceux qui disent que les sénateurs sont coûteux et ne servent à rien? Je trouve que c'est un peu désagréable à l'endroit des Ça peut être désagréable, sénateurs. C'est inexact. D'accord. On a sur Twitter David Gall qui vous interpelle sur la question du handicap. Est-ce un thème que vous avez déjà été appelé à aborder en tant qu'élu? C'est une question qui est extrêmement délicate parce que naturellement le handicap peut toucher tous les Français, vous, moi, demain matin. Je ne suis pas le meilleur spécialiste de ces questions au plan juridique et de manière générale, je n'aime pas m'exprimer de manière péremptoire sur tous les sujets sans les avoir suffisamment travaillés. Est-ce que la France était suffisamment adaptée à Ce que je constate quand même comme élu de Lyon, public, par exemple. Voilà, ce que je constate quand même, c'est qu'il y a eu un gros effort ces dernières années, par exemple dans les questions d'urbanisme local. Alors tout naturellement n'est pas réussi, mais vous voyez, dans ma petite ville d'Auxerre, par exemple, je trouve qu'il y a eu des vrais efforts d'aménagement. Il faut les poursuivre. C'est coûteux, bien sûr, mais c'est un investissement, je pense, humain qu'il faut assumer. Nécessaire. Le gouvernement a confirmé ce matin une hausse de 10% des taxes sur le diesel. Jean, pour lui, c'est taxé encore et encore. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean ? De manière générale, du diesel. Oui, de manière générale, je ne suis pas favorable à une augmentation des prélèvements obligatoires. Toutefois, je pense qu'il faut sereinement se poser la question de la fiscalité en matière environnementale. Est-ce qu'il est totalement normal qu'il y ait une disparité entre l'essence et le diesel? J'en suis pas sûr. Je pense que dans la durée... Vous êtes pour un alignement dans la durée, oui, si j'étais démago, je dirais oui, bien sûr, il faut protester contre ça. Mais dans la durée, on voit bien quand même qu'il y a un sujet de convergence à trouver de manière raisonnable. Je m'interroge sur la nécessité d'une convergence fiscale sur l'essence et sur le diesel, bien sûr. Oui, vous vous interrogez, mais en donnant la réponse, en disant il faut. Je pense que dans la durée, il n'y a aucune raison d'avoir une incitation fiscale au diesel. Voilà. D'accord. Dernière question. Dernière question de Marie. Avez-vous un conseil à nous donner pour la foire au vin, faisant partie du groupe d'études d'œnologie et territoire? Est-ce que vous avez un conseil à nous donner? Bien sûr, le conseil, c'est d'acheter, de déguster de l'Irancy. Je suis le député d'Irancy. C'est un vin absolument formidable, trop souvent méconnu, mais qui mérite d'être goûté et dégusté. Donc buvez de l'Irancy. Voilà mon conseil. Avec modération, c'est ce qu'on ajoute généralement, et Guillaume Larrivé, c'est joindre l'utile à l'agréable. L'utile, c'est la défense de son territoire, et l'agréable, c'est évidemment la dégustation
Durancy. Merci Guillaume Larrivé, merci de vos questions, merci Valentin de les avoir posées, et bien demain pour de nouvelles aventures.